Si le dossier 4 était un dossier simple, un dossier peut-être tombable, mais incertain, le dossier numéro 5, lui, est un dossier super tombable, car je tire votre attention sur le fait que la prise en charge des hémorragies digestives est la principale question d'hépatogastroentérologie qui tombe à l'ECN. Il faut avouer que c'est un des éléments sur lesquels vous allez être confronté aux urgences dès la première garde que vous prendrez. Donc, le dossier numéro 5, non seulement il faut le connaître pour l'ECN, et il faut le connaître pour la prise en charge des patients. Il s'agit d'un homme de 48 ans, c'est un SDF, et il vit sur l'aéroport de Roissy. Alors, vous voyez, là pour moi, c'est vraiment la vraie vie, puisque comme je travaille à l'hôpital de Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois, j'ai des SDF, il y en a beaucoup qui vivent à l'aéroport de Roissy, qui sont amenés parfois aux urgences par les pompiers, et ici pour des vomissements de sang rouge. À l'arrivée, l'examen clinique retrouve une pâleur d'étaylement, des muqueuses, des sueurs, un pouls à 120, une tension à 9,6. Ça s'appelle un choc hypovolémique. D'accord? Il existe une hépatomégalie ferme, non douloureuse, débordant le rebord costal de 3 travers de doigts, une circulation collatérale abdominale. Ça, ce sont des signes d'hypertension portale, plus d'hépatomégalie. Les premiers éléments du laboratoire montrent un TP spontané à 35%. Ça s'appelle de l'insuffisance hépatocellulaire. Et une hémoglobine à 7 grammes d'hémoglobine avec une hématocrite à 24%, dans un contexte de vomissement de sang et de choc hypovolémique, c'est bien une anémie aiguë, donc un stigmate de déglobulisation. Donc nous sommes devant une hémorragie digestive aiguë, probablement active, chez un patient porteur de signes d'insuffisance hépatocellulaire, d'hypertension portale, ayant des modifications de la forme du foie, donc très probablement porteur d'une cirrhose, avec une répercussion sous la forme d'une déglobulisation et d'un choc hypovolémique. Nous sommes devant une hémorragie digestive sévère. Quelles sont vos deux principales hypothèses diagnostiques? Quelle est celle que vous retenez prioritairement? Eh bien, je retiens prioritairement le diagnostic de rupture de varices œsophagiennes. Pourquoi? Parce que toute hémorragie digestive est une rupture de varices œsophagiennes, jusqu'à preuve du contraire, s'il existe des signes en faveur d'une hépatopathie chronique sous-jacente ou d'une hypertension portale sous-jacente. La deuxième étiologie, excusez-moi, c'est un ulcère duodénal hémorragique, en sachant que l'association des deux est relativement fréquente dans 15 à 20% des cas. Mais voici les deux diagnostics, les deux principaux diagnostics d'hémorragie digestive. Le troisième diagnostic, c'est le syndrome de Mallory-Weiss, auquel vous serez confronté. Et il est très simple de se rappeler que s'il existe des signes d'hypertension portale, c'est une rupture de varices œsophagienne. S'il existe un ulcère, s'il n'existe pas de signe d'hypertension portale, c'est un ulcère duodénal hémorragique. Définissez l'hypertension portale, comment la mesurez-vous? Question de cours. L'hypertension portale, je vous ai mis 2 points, c'est une augmentation de la pression portale et non pas postale chez ce patient. À quel niveau on dit que c'est une augmentation de la pression portale? C'est quand elle est supérieure à 12 mm de mercure ou qu'il existe un gradient porte-cave de l'ordre de 5 mm de mercure. Comment est-ce que ça se mesure? Ça se mesure par un cathétérisme bloqué des veines sus-hépatiques et le gradient avec l'oreillette droite. Ça veut dire, votre foie est là, vous avez les veines sus-hépatiques, les 3 veines sus-hépatiques, la veine cave derrière. Par voie jugulaire, le radiologue ou l'hépatologue descend un cathéter et va le bloquer ici. Le blocage ici vous donne la pression portale, c'est-à-dire la pression de l'autre côté du parenchyme, de l'autre côté des sinusoïdes portaux, et qui correspond au tronc porte.
Ensuite, il mesure la pression ici, deuxième prise de pression, et la différence, le delta, correspond au gradient. C'est supérieur à 12 mm de mercure, c'est une hypertension portale. Le gradient est supérieur à 5 mm de mercure, c'est également une hypertension portale. Citez les principaux éléments cliniques et paracliniques en faveur de l'hypertension portale que vous devez rechercher. Question de cours. De manière clinique, vous allez rechercher une circulation veineuse collatérale de la paroi abdominale avec au maximum un aspect de tête de pieuvre au niveau de l'abdomen. Et vous voyez que cette circulation veineuse collatérale est liée au fait que la veine ombilicale s'est reperméabilisée de façon extrêmement simple. Vous allez vider une veine en partant de l'ombilic avec vos deux pouces de part et d'autre de la paroi, et quand vous relâchez la pression, eh bien vous voyez que le remplissage de la veine se fait bien depuis l'ombilic vers l'extérieur et non pas l'inverse. Deuxième mode de circulation collatérale, ce sont les hémorroïdes qui sont souvent gonflées, variqueuses chez les patients présentant une hypertension portale, car c'est une deuxième voie de dérivation naturelle portosystémique. Troisième élément clinique que vous allez rechercher, c'est la splénomégalie que vous pouvez palper ou rechercher à l'échographie. D'un point de vue fibroscopique, vous allez rechercher les varices œsophagiennes ou cardiotubérositaires, les varices splénomérénales et bien sûr la gastropathie d'hypertension portale qui peut prendre des formes variables, souvent mosaïques simples, quelquefois correspondant simplement à des angiodysplasies ou au maximum un aspect remanié de l'antre extrêmement érythémateux, extrêmement purpurique et correspondant à ce qu'on appelle le watermelon stomach. Du point de vue biologique, vous allez rechercher un hypersplénisme, et cet hypersplénisme, vous l'avez sur la NFS, où vous allez retrouver une baisse de toutes les lignées sanguines, anémie, leucopénie, thrombopénie principale, et associée à une formule sanguine qui reste conservée. Dernier élément que vous allez rechercher cliniquement et à l'échographie, c'est l'acide, plus ou moins les œdèmes des membres inférieurs, en sachant que pour avoir une acite, il faut avoir à la fois des signes d'insuffisance hépatocellulaire et des signes d'hypertension portale. Bien évidemment, d'un point de vue clinique, vous devez rechercher des facteurs favorisant l'hypertension portale, que ce soit une cirrhose ou que ce soit une maladie thrombogène, portale ou sus-hépatique. En effet, rappelez les principaux mécanismes à l'origine de l'hypertension portale. Si, bien évidemment, la cirrhose et les psychoses de cirrhose que nous avons vues dans un dossier précédent peuvent expliquer la majorité des causes d'hypertension portale, eh bien, il faut savoir que pour avoir une hypertension portale, on peut aussi avoir une cause sous-hépatique, ce sont les thromboses portales tronculaires ou segmentaires, infectieuses, compressives, comme un cancer du pancréas, néoplasique, cancer du pancréas aussi, parasitaire, ou une thrombose sus-hépatique, dont les causes sont principalement hématologiques, avec les troubles de l'hémostase primaire et les maladies véno-occlusives du foie. Donc, attention, une hypertension portale n'est pas fatalement et uniquement une complication de la cirrhose, mais également une complication de maladies vasculaires sus et sous-jacentes au foie. Rédigez vos prescriptions immédiates. La prise en charge d'une hémorragie digestive est extrêmement stéréotypée. Et je pense qu'il faut que vous appreniez une fiche de ce type par cœur et que vous la recrachiez toujours de la même manière quand vous prenez en charge une hémorragie digestive avec des signes de gravité, et cela, quelle que soit la cause. Pourquoi quelle que soit la cause ? Eh bien parce que, quelle que soit la cause, il y a un tronc commun. Et ce tronc commun, c'est d'abord de dire que c'est une urgence, d'hospitaliser le patient éventuellement en milieu réanimatoire,
de demander que le patient reste au repos au lit strict pour une raison, c'est pour lui éviter une hypotension orthostatique et une chute. Toute urgence digestive, et donc une hémorragie digestive a fortiori, doit être mise à jeun strict, puisque c'est un des éléments préparatoires à l'examen clé diagnostique et thérapeutique que sera la fibroscopie. Ensuite, il faut commencer une surveillance scopée. Scope, oxymétrie, diurèse horaire. Le patient a perdu du sang, il a donc perdu des transporteurs d'oxygène, donc oxygénothérapie par voie nasale, 2 litres minute, adaptée au gaz du sang. Il a perdu du sang, il a donc perdu de la volémie, donc pose de 2 voies veineuses et équilibration hémodynamique par macromolécules, puis par transfusion de sang isogroupe isorésus, qui sera également proposé de façon systématique devant toute hémorragie active avec des globulisations ou choc. Enfin, il a perdu du sang, donc il a perdu du sérum, et donc rééquilibration hydroélectrolytique adaptée au bilan entrée-sortie, au ionogramme sanguin. Déjà, cette partie sera commune à toutes les hémorragies digestives, c'est la réanimation basale d'une hémorragie digestive. Quand cette hémorragie digestive est haute, eh bien, il faut proposer systématiquement une vidange gastrique, et à l'heure actuelle, cette vidange gastrique ne fait plus appel à la sonde nasogastrique ni au lavage gastrique, qui sont mal tolérés et peu efficaces, mais fait appel à l'érythromycine 250 mg en IVD, que l'on fera une demi-heure à peu près avant l'endoscopie d'urgence. À côté de la vidange gastrique, on doit systématiquement proposer la mise en route d'un traitement par IPP, soit 40 mg toutes les 12 heures, soit éventuellement 10 mg d'oméprazole au pouce-seringue électrique en continu. Et il est très important de mettre un IPP, quelle que soit la cause, que ce soit une rupture de varices œsophagienne ou un ulcère, parce que les IPP vont permettre d'obtenir rapidement à forte dose une neutralité chimique intragastrique, et que c'est grâce à cette neutralité chimique intragastrique que l'on va pouvoir obtenir le clou plaquettaire qui ne se fait pas, enfin, ou du moins la fibrinolyse est augmentée lorsqu'il existe de l'acidité intragastrique. Et donc, grâce à l'oméprazole, on va obtenir cette neutralité gastrique et donc l'apparition du clou plaquettaire sur une varice comme sur un ulcère. Donc, systématiquement. Enfin, dernier mot à mettre dans le tronc commun, c'est on appelle l'anesthésiste et l'endoscopiste de garde pour préparer le patient à l'endoscopie diagnostique et thérapeutique qui devra avoir lieu en urgence. À côté de ce tronc commun, qui sera le même quelle que soit la cause, vous avez 3 mots-clés à rajouter dans le cadre de la rupture de varices œsophagienne. Le premier, c'est de débuter un traitement vasoconstricteur par sandostatine 25 microgrammes/heure au pouce-seringue électrique si vous doutez qu'il existe une rupture de varices œsophagienne, comme c'est le cas chez ce patient. Le deuxième, c'est de prévenir l'encéphalopathie par du lactulose. Et le troisième, c'est de prévenir le sepsis par quinolone après bilan hémoculture, radio de poumon, ECBU, plus ou moins ponction d'acide s'il y a de l'acide. D'accord ? Alors, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il faut savoir que dans 60% des cas, les ruptures de varices œsophagiennes sont dues à un sepsis sous-jacent. D'accord ? À au moins des translocations bactériennes. Et systématiquement, le fait de mettre une antibiothérapie préventive augmente la survie immédiate de ces patients qui présentent une hémorragie digestive. Donc, je répète, un tronc commun qui est un tronc commun réanimatoire de vidange gastrique, d'IPP et de préparation à l'endoscopie, quelle que soit la cause, plus 3 mots-clés pour l'hypertension portale, le traitement vasoconstricteur dès la prise en charge, sandostatine 25 microgrammes/heure, la prévention de la encéphalopathie et la mise en route d'une antibiothérapie prophylactique par quinolone après bilan infectieux, hémoculture, radio de poumon, ECBU et ponction d'acide éventuelle. Quel examen complémentaire demandez-vous pour affirmer le diagnostic ?
Là, bien évidemment, vous répondez tous comme un seul homme, une fibroscopie œsogastro-duodénale, mais attention, vous voyez, je ne mets qu'un seul point. Les autres points, vous allez les gagner où? En disant que le but de la fibroscopie, c'est diagnostic, et surtout thérapeutique. Le but, c'est d'arrêter le robinet. En urgence, d'accord, mais uniquement après vidange gastrique par érythromycine, et chez un patient en état hémodynamique stable, et là vous voyez j'ai mis 3 points à chaque fois, parce que ce sont là les véritables mots-clés de la question. Ça ne sert à rien d'appeler l'endoscopiste de garde pour faire une fibroscopie à un monsieur qui va faire un arrêt cardiaque par choc hypovolémique. De même, si c'est juste pour passer l'endoscope et retrouver des caillots, ça ne sert à rien, il faut bien qu'il ait eu l'érythromycine avant la fibroscopie. Donc c'est là les mots-clés, plus que la fibroscopie œsogastro-duodénale, qui d'ailleurs n'est pas un mot qui va permettre de différencier ou de classer les gens. Votre diagnostic étant retenu, quels traitements hémostatiques peuvent être proposés? Précisez le traitement de première intention. Eh bien, le traitement de première intention à l'heure actuelle, c'est la ligature de varices œsophagiennes qui sera fait dans le cours même de l'endoscopie et qui va permettre donc d'arrêter le saignement avec une qualité extraordinaire de confort, tant pour le patient, parce que c'est un geste extrêmement facile et extrêmement rapide avec des ligateurs automatisés, donc relativement simples, que pour l'endoscopiste. C'est un geste totalement exsangue et avec un résultat palpable immédiatement et visible en direct en endoscopie. Cette ligature élastique a quasiment mis à l'oubliette la sclérose endoscopique de varices œsophagiennes. J'attire quand même votre attention sur le fait que la sclérose endoscopique de varices œsophagiennes est totalement différente de la sclérose à l'adrénaline de l'ulcère que l'on fait quand il y a un saignement artériel. Le fait d'injecter de l'adrénaline dans une veine, ça sert strictement à rien. Les vasoconstricteurs splanchniques et la vasopressine doivent être associés au traitement par la ligature élastique endoscopique. Et à l'heure actuelle, la bonne prise en charge, c'est bien une bithérapie par vasopressine dès la prise en charge du patient en cas de signes d'hypertension portale faisant craindre une rupture de varice œsophagien, plus une ligature élastique endoscopique. Le tamponnement œsophagien par sonde de Blackmore ou de Linton, je pense que c'est à l'oubli et ça peut simplement sauver la vie. Le TIPS a des indications pour lever brutalement l'hyperpression portale et arrêter le saignement, mais ça ne peut être réservé qu'en cas d'échec au traitement habituel et chez des patients transplantables. J'ai noté ici qu'en cas de varices cardiotubérositaires, on pouvait obturer les veines avec de la colle biologique, c'est-à-dire avec de la fibrine, qui permet effectivement d'arrêter le saignement immédiatement en bouchant la veine par un noyau de fibrine. Voici les causes, les méthodes de traitement des varices œsophagiennes, et ces méthodes hémostatiques spécifiques sont très différentes des méthodes que l'on utilise dans la maladie ulcéreuse. À quel principal risque est soumis ce patient pendant les 72 heures suivant l'épisode aigu? Quelles sont vos attitudes préventives? Eh bien, le principal risque pendant les 72 heures, c'est la récidive hémorragique. C'est tellement important qu'il faut proposer, premièrement, le maintien en hospitalisation en unité de soins intensifs. Deuxièmement, il faut proposer la même surveillance attentive. Et troisièmement, il faut proposer la poursuite du vasoconstricteur, c'est-à-dire la sandostatine, à la dose de 25 microgrammes par heure au pouce seringue pendant une durée totale de 72 heures, c'est-à-dire pendant les 3 jours qui suivent l'hémorragie digestive, et cela même si on a fait un traitement de ligature. Bien évidemment, la surveillance, ça sera la surveillance scopée, la surveillance du choc, la disparition des hématémèses, l'apparition du méléna. Le méléna va toujours apparaître puisqu'il y a eu une hématémèse, et ça ne veut pas dire que le patient ressaigne. Par contre, si vous avez à la fois le méléna, plus la déglobulisation, plus la nécessité de transfusion, plus des chocs hypovolémiques, alors là, il y a plein de discussions. Le patient ressaigne et il faut éventuellement refaire une fibroscopie. Hormis la récidive, quelles sont les autres complications que vous redoutez au décours de cet accident? Décrivez dans chaque cas votre attitude préventive. Alors là, c'est une question fleuve, mais qu'il faut bien connaître.
la première risque que l'on craint au cours d'une hémorragie digestive, c'est le sepsis. On le craint tellement, et c'est tellement la cause, qu'on donnera systématiquement un traitement préventif dès la prise en charge du patient. Et je vous ai dit que c'était une quinolone. Pour certains auteurs, c'est maintenant une céphalosporine de 3e génération. La deuxième complication, c'est l'encéphalopathie hépatique, et on le craint tellement que l'on donne systématiquement du lactulose. Alors, le lactulose n'a jamais vraiment fait la preuve de son efficacité. Ça a montré son efficacité uniquement dans les encéphalopathies chroniques. Dans les encéphalopathies aiguës, c'est moins franc. On n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Les antibiotiques ont peut-être une petite action, ça n'est pas certain. Et donc, je continue à proposer du lactulose. J'attire quand même votre attention sur le fait que la principale cause de l'encéphalopathie hépatique au décours d'une hémorragie digestive, c'est la présence de quantités importantes de sang dans le tube digestif, c'est-à-dire donc de protéines, et que cet afflux massif de protéines va décompenser l'encéphalopathie hépatique. C'est pour ça que beaucoup de réanimateurs lavent l'intestin avec un peu de PEG au moment de la prise en charge du patient, de façon à vidanger l'intestin et à ce qu'il n'y ait pas de résidus sanguins trop longtemps, et donc une digestion de ce sang. Les autres complications. L'ulcère de stress, chez un patient qui a un stress physique, plus qui va être en réa, est systématiquement traité par les IPP de façon systématique. Les troubles kaliémiques, ça c'est très important, il faut faire des apports potassiques systématiques chez un cirrhotique qui va mal. L'hyponatrémie sera traitée par l'hyperhydratation, par l'apport d'un petit peu de sel, mais c'est un signe toujours à rechercher, car c'est souvent avant-coureur d'un syndrome hépatorénal qui rend nécessaire, outre l'hyperhydratation, de maintenir une bonne volémie, et notamment une bonne volémie au niveau rénal, de façon à obtenir une bonne perfusion rénale et pas d'insuffisance rénale. Les troubles de l'hémostase, finalement, sont assez rares si on prend la précaution de passer des plaquettes lorsque l'on transfuse beaucoup le patient. Attention, si vous avez des troubles de l'hémostase importants, vous avez le droit d'utiliser du plasma frais congelé, mais jamais de PPSB, car si vous apportez du PPSB, vous apportez des facteurs activés et vous risquez d'aggraver les troubles de l'hémostase et de plonger le patient en CIVD. Enfin, l'acite. L'acite, je vous ai dit, ça complique souvent les hémorragies digestives dans un deuxième temps, mais il n'y a pas de prévention en urgence et j'ai presque envie de dire que l'acite, on s'en fiche un peu et il faut hyperhydrater les patients du fait des troubles rénaux et des troubles datrémiques et kaliémiques sous-jacents. Donc, le problème, ce n'est pas l'acite. Il sera toujours temps de proposer un régime désodé aux patients dans un deuxième temps et de traiter l'acite si elle apparaît. Quels conseils et traitements préventifs doivent être discutés au décours de cet épisode? L'existence de varices œsophagiennes impose une prévention et après une complication hémorragique, il s'agit d'une prévention secondaire. Ça, c'est un mot-clé. C'est-à-dire qu'on va prévenir la récidive. Et prévenir la récidive, ça veut dire deux choses. Premièrement, la poursuite des règles de prévention primaire, c'est-à-dire les bêta-bloquants non cardiosélectifs, l'avlocardine, le Corgarde, en l'absence de contre-indication, plus la surveillance FOGD, normale, que l'on propose à tout patient ayant une cirrhose. Je vous rappelle que tout patient qui a une cirrhose, chez qui on diagnostique une cirrhose ou chez qui on évoque le diagnostic de cirrhose, doit avoir une fibroscopie. Si la fibroscopie ne retrouve pas de varices œsophagiennes ou des varices œsophagiennes grade 1, on va lui proposer une fibroscopie de contrôle à peu près tous les 2 ans. Si on lui trouve des varices œsophagiennes grade 2 ou au-dessus, on va lui proposer une fibroscopie de contrôle tous les ans. S'il a des varices œsophagiennes grade 2 ou au-dessus, on doit lui proposer en plus un traitement préventif primaire de l'hémorragie digestive, de la rupture, par un bêta-bloquant non cardiosélectif en l'absence de contre-indication. En cas de contre-indication au bêta-bloquant non cardiosélectif, vous avez le droit d'utiliser soit des dérivés nitrés, dont l'action reste discutée, soit éventuellement un programme de ligature de prévention qui là aussi est un petit peu discuté. Deuxième élément, c'est dans la prévention secondaire, là systématiquement il faut proposer une éradication par ligature élastique. Enfin, ne pas oublier la surveillance de la cirrhose qui a fait l'objet d'un référentiel HAS, là aussi à connaître, c'est tous les
4 mois, 3 fois par an, un bilan clinique, un bilan biologique avec TP bilirubine et cytolyse, un dosage de l'alpha-fétoprotéine et une échographie abdominale Doppler avec un cahier des charges très précis de recherche et de surveillance. Donc, voici la prévention. C'est non seulement la prévention des varices, mais également la prévention des autres complications et donc la surveillance de la cirrhose qu'il faut redonner ici et ne pas oublier. Les items abordés, cette question est une question essentielle. On a vu ce soir de nombreux dossiers extrêmement importants, tous tombables sous cette forme ou sous une autre forme. La rupture de varices œsophagènes est tombable sous cette forme-là. C'est une question de réanimation essentielle que vous devez parfaitement connaître. Et j'attire votre attention sur toute la phase thérapeutique, de surveillance, des complications du traitement que nous avons largement abordée en vous donnant les principaux mots-clés. Et si vous vous astreignez à bien connaître ce type de fiche, vous devriez ramasser l'ensemble des points. Donc, on termine cette conférence sur ce dernier dossier tout à fait important que je vous demande de revoir et de bien connaître. Et j'espère que nous aurons la joie de nous revoir pour une 3e conférence prochainement. Bonsoir.